une centrale, une partie de la centrale qui est moderne, mais en l'occurrence celle qui a été touchée date quand même de l'époque de Tchernobyl. On est dans la même type de centrale, les RBMK, qui sont des vieilles centrales avec un seul sarcophage. Autant dire que, bon, voilà, il y a eu un drone qui a explosé dessus. C'est quand même extrêmement dangereux, quoi. Voilà. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, un drone ukrainien a provoqué un incendie dans une centrale nucléaire de la région de Koursk, à Kourtchatov. Quelles sont les dernières actualités relatives à cette attaque? Alors oui, ça s'est passé dimanche, donc qui était aussi le jour anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. Il y a eu une série d'attaques donc ukrainiennes qui ont visé donc cette centrale, aussi un terminal pétrolier du côté de Saint-Pétersbourg, provoquant pas mal de dégâts. Pour ce qui est de cette centrale, l'actualité, c'est que c'est un transformateur auxiliaire, donc appartenant au réseau électrique de cette centrale, d'évacuation de l'électricité de cette centrale qui a été touché, qui a provoqué un incendie. Les informations, c'est qu'il n'y a pas de fuite radioactive, il n'y a pas, on va dire, le cœur nucléaire de la centrale n'a pas été endommagé, mais néanmoins, ça a quand même provoqué la mise au ralenti d'un des deux réacteurs de cette centrale. Ce qu'il faut comprendre par rapport à Kourtchatov, c'est que c'est la centrale qui alimente la ville de Koursk, qui à peu près à une centaine de kilomètres de là, et comment dire, donc elle donne de l'électricité à 4 millions d'habitants. Et elle est importante parce que Kourtchatov, c'est d'ailleurs le nom de l'ingénieur soviétique qui qui est à l'origine du programme nucléaire civil russe. Et donc c'est dans cet endroit il y a tout un tas de laboratoires, de choses. Il y a une centrale, une partie de la centrale qui est moderne, mais en l'occurrence celle qui a été touchée date quand même de l'époque de Tchernobyl. On est dans la même type de centrale, les RBMK, qui sont des vieilles centrales avec un seul sarcophage. Autant dire que, bon, voilà, il y a eu un drone qui a explosé dessus. C'est quand même extrêmement dangereux, quoi. Voilà. Justement, Régis, l'AIEA s'était alarmée il y a quelques mois de cela parce que cette centrale faisait déjà l'objet d'attaques de Tout à drones. fait. Alors, cette centrale faisait déjà l'objet, également, elle se trouvait sur une zone de combat, enfin proche d'une zone de combat. Quand nous nous étions rendus en novembre et en décembre dernier à Koursk, nous avons accompagné à l'époque une unité de dronistes et nous passions régulièrement devant cette centrale. Donc, elle était au nord, on va dire, du dispositif, en fait, de ce qu'on appelait le saillant de Soudja, qui avait été conquis par les Ukrainiens. Et d'ailleurs, un des objectifs des Ukrainiens, quand ils ont fait leur percée à Koursk en août 2024, l'an dernier, c'était justement d'atteindre cette centrale, de s'en emparer, éventuellement pour pouvoir peut-être l'échanger avec celle d'Energodar, qui est, elle, contrôlée par les Russes, qui est au sud, sur la rive, on va dire, orientale du Dniepr, et que les Ukrainiens ont tenté aussi de viser, qui a été l'objet d'attaques et de combats. Et là, en l'occurrence, ce qu'on se rend compte dans cette guerre, c'est que par deux fois, deux installations à vocation civile, parce qu'on n'est pas dans du nucléaire, on ne va pas, on va dire, amoindrir la dissuasion russe, ça n'a rien à voir. Mais on est quand même sur de l'utilisation de l'énergie atomique avec un fort potentiel de contamination. Donc c'est extrêmement dangereux, voilà. Régis, vous l'avez dit, les centrales nucléaires ont souvent fait l'objet d'attaques, qu'elles soient russes ou ukrainiennes, dans ce conflit. Pourquoi représente-t-elle un enjeu stratégique? Enjeu stratégique puisque c'est l'enjeu de l'énergie.
qui est important, des ressources dans ce conflit. C'est aussi une des raisons pour laquelle le Donbass est très convoité, même si ce n'est pas la principale de la part des Russes. L'Ukraine est un pays qui a un sous-sol riche et qui a aussi des installations électriques. Et les installations électriques, évidemment, quand il y a une guerre, on cherche à s'en emparer. Ce qui est intéressant, c'est que, pour revenir sur la centrale d'Energodar, que nous avions aussi visitée, sur laquelle nous nous étions rendus lors d'un reportage en septembre 2022 dans cette zone, pour constater justement l'impact des combats sur les habitants vivant à côté, l'angoisse de vivre à côté d'un site nucléaire en pleine guerre, ce que ça pouvait représenter. Eh bien, cette centrale, à l'époque, avait été mise à l'arrêt, mais elle a été l'objet, à un moment, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, elle est entrée dans la négociation entre les Russes et les Ukrainiens, démarrée à Istanbul en mars dernier. Ça avait été un des points, les Américains proposant de contrôler la centrale tout simplement et d'en distribuer une partie de l'électricité à l'Ukraine et une partie à la Russie, aux zones contrôlées par la Russie. Ça avait été un des points de discussion, en tout cas, dans l'idée de la négociation et du processus de paix. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Pour ce qui est de Koursk, ce n'est pas du tout la même chose, puisqu'on est sur le territoire de la Fédération de Russie. On est sur une centrale qui a été, on va dire, l'objet de convoitises des Ukrainiens. Les Ukrainiens ne sont plus à Koursk. Le saillant de Soudja n'existe plus. Ils sont repassés de l'autre côté de la frontière. Donc là, c'est tout simplement des frappes dans la profondeur que pratique l'Ukraine, que fait la Russie également. Toutes les nuits, il y a des missiles Iskander côté russe qui tombent sur les villes ukrainiennes, qui font effectivement aussi beaucoup de dégâts. Et puis, de l'autre côté ukrainien, il y a des frappes sur le réseau on va dire, énergétique russe, et en particulier les raffineries, les terminaux pétroliers, ce qui fait qu'actuellement, il y a une flambée des cours des hydrocarbures en Russie, et la Russie n'arrive pas à endiguer ce problème économique. Il y a des files d'attente de voitures dans la région de Moscou, à cause justement du problème de ces centrales, dont une d'entre elles, je ne sais plus exactement où elle est, mais elle a commencé à brûler, elle a été percutée il y a 3 jours, et l'incendie n'a toujours pas été maîtrisé. Voilà. Régis, vous avez évoqué la centrale de Zaporijjia. Vous avez couvert cette situation à Zaporijjia il y a 3 ans de cela. J'invite les abonnés à regarder quelques images de votre reportage. Nous prenons la route d'Energodar, la ville sur laquelle se situe la plus grande centrale nucléaire d'Europe. On vient de rentrer dans le périmètre de la centrale. On la voit, on est sur une colline qui la domine. C'est une zone dont l'accès est fermé. Toute la centrale et la ville d'Energodar, c'est des zones militaires maintenant. Il y a une semaine, une équipe de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, s'y trouvait pour évaluer les conséquences des bombardements intempestifs qu'elle a subis. 2 membres de l'AIEA se trouvent encore sur le site. L'objectif est d'obtenir un accord de la part des belligérants pour écarter toute pièce d'artillerie dans un rayon de 30 km autour de la centrale. Pour l'instant, ce souhait est resté lettre morte. Là, on se rapproche à nouveau de la centrale, en fait. On voit très bien les 6 réacteurs atomiques qui sont tous actuellement à l'arrêt. La centrale est éteinte théoriquement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas évidemment de zone où la radioactivité est extrême. Et si par malheur les bombardements continuaient, eh bien, ces zones pourraient contaminer, il pourrait y avoir des fuites. On est vraiment sur un site nucléaire majeur, la plus grande centrale en Europe. On vient de me dire de ne pas avancer. Ici,
ici, c'est l'entrée de la centrale. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on est dans un site nucléaire ultra sensible, un site qui alimente une partie de l'Ukraine. Et on a vu que des sacs de sable ont été prépositionnés, comme s'il y allait avoir des combats. Ce qui est quand même assez incroyable, cette militarisation d'un site civil. L'entrée est tenue par 2 militaires russes avec un brassard blanc. Voilà, on est juste vraiment à l'entrée de la centrale de Zaporijia. L'entrée, normalement, en temps ordinaire, pénètre le personnel civil qui vient travailler dans la centrale. Ouais. Ce qu'on remarque, c'est qu'ici, il y a ces plots en béton qui ont été installés depuis que les Russes ont pris la centrale. Comme si c'est des positions de défense, de l'autre côté également. Et puis, on en a exactement ici. Donc, il y a une sorte de militarisation du site. Mais ce qu'on a constaté, puisqu'on est venu de la ville, d'abord que la centrale est vraiment située à 5 minutes de la ville, une ville de 15 à 20 000 habitants. Il y a encore beaucoup d'habitants dans la ville. On va aller en rencontrer tout à l'heure. Mais c'est tout près, c'est vraiment tout près. Il y a donc une sécurité minimale qui existe. Il n'y a pas de militaires dans le périmètre, il n'y a pas de chars. Donc il y a une forme d'occupation militaire du site, mais je dirais qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des bombardements. Donc si les bombardements ont eu lieu, c'est qu'il y a une sorte de chantage qui s'est établi entre la Russie et l'Ukraine autour de cette centrale, qui s'est retrouvée un peu malgré elle sur la ligne de front. Encore faut-il rappeler que même si les réacteurs sont à l'arrêt, un bombardement peut occasionner une fuite radioactive majeure qui pourrait avoir un impact considérable sur la région et sur l'ensemble du pays. Nous avons rendez-vous avec 2 ingénieurs atomiciens russes qui travaillent dans la centrale. Devant nous, ils ne cachent pas leur inquiétude sur ce qui se passe sur le site. La centrale a été l'objet de bombardements, on l'a vu partout, c'est le point d'attention du monde entier en ce moment. Quels sont les risques si ces bombardements continuent et est-ce qu'il y a eu potentiellement des fuites radioactives? Да, обстрелов было много по территории атомной станции и прилежащих территорий, в частности, по линиям электропередач. Перебивали линии электропередач, и из-за этого, естественно, электроэнергия идти никуда не может, и приходится блоки останавливать, тормозить и переводить работу атомной станции в нештатную ситуацию. Естественно, много зданий повреждено, много коммуникаций нарушено. Как бы так. Ну, как на мой взгляд, для блоков, для самих блоков эти обстрелы никаких особо серьезных повреждений не нанесли. Но то, что сейчас мне сложно сказать, что они хотят, обстреливается и территория атомной станции, промышленная зона, которая вокруг атомной станции обстреливается. В последнее время все чаще обстреливается уже город. Зачем обстреливать город? Мирные жители гибнут, вообще мне непонятно. 20 467 подписей мы собрали по всей Запорожской области. Это в знак протеста обстрела атомной станции. Мы вообще приняли, как горожане, такое мнение, что атомная станция и прилегающие территории примерно на 20-30 километров обстрелов не было. Ни как с украинской стороны, ни как с российской стороны, потому что это безопасность всей планеты. Et actuellement, cette pétition, elle en est où? Quelle chance a-t-elle d'aboutir? Est-ce qu'on peut espérer que ce territoire devienne à un moment neutre et qu'il n'y ait plus de problème avec cette centrale? И он обязательно эту позицию горожан донесет в Ассамблее ООН. Il y a eu beaucoup de tirs sur la centrale et aux alentours, sur le système d'évacuation de l'électricité en particulier, ce qui fait courir un risque sur les cœurs nucléaires. Pour le moment, aucun dommage sérieux n'est à signaler, mais un obus est quand même tombé à 50 mètres d'un des réacteurs. Dans la ville d'Energodar, les bombardements ont fait plusieurs morts. Tout de suite, là, on va aller poser des questions à des gens qui vivent dans le périmètre de cette centrale, donc qui vont être les premiers menacés, les premières victimes s'il y a ces fuites radioactives. C'est pas du tout la même chose que Tchernobyl, il faut vraiment avoir ça en tête. Tchernobyl, c'est un des réacteurs, le réacteur numéro 4 de la centrale qui
dans lequel la réaction à la suite d'une manipulation est devenue incontrôlable. Là, les bombardements ne causeront pas une explosion nucléaire ni une réaction en chaîne à l'intérieur des réacteurs. D'ailleurs, ils sont à l'arrêt. Mais le bombardement risque de provoquer des fuites radioactives avec le fleuve à côté et la nappe phréatique évidemment en dessous. Il y a des possibilités de contamination qui sont très très sérieuses. C'est terrible de penser à ce que l'Ukraine a vécu en 1986 avec Tchernobyl et de s'imaginer qu'aujourd'hui il y a à nouveau une menace nucléaire dans ce pays. Nous allons maintenant à la rencontre des habitants. Des obus ont atterri au milieu de la cité, brûlant des véhicules ainsi qu'un appartement. En observant les impacts, il n'y a pas beaucoup de doute. Si les Russes ont pu bombarder ailleurs, ici les projectiles venaient bien de l'autre côté du fleuve, donc de la partie ukrainienne. Précision, nous sommes libres de nos mouvements et nous allons parler à des personnes sans qu'aucun guide des autorités russes ne nous accompagne. Ce que je voudrais savoir, voilà, on vient d'aller à la centrale nucléaire à côté. Qu'est-ce que ça te fait de vivre à côté d'une centrale comme celle-là? На самом деле опасность есть, но людям приходится здесь жить, просто приходится, потому что они могут создать свои семьи. Вот, например, у меня есть бабушка и дедушка, они нуждаются в помощи, поэтому как-то уехать отсюда я не могу, нужно им помогать. Вот так вот. По поводу того, что атомная станция выбьется из строя или там взорвется, я считаю, что это просто невозможно сделать, потому что, я думаю, и та страна умная, они не станут тут делать какой-то террор. Tu étais là pendant les bombardements. Comment vous avez vécu les bombardements ici? Это было очень веселое время для нас всех. Мы сидели в коридоре и банально молились, чтобы никакая ракета не прилетела нам в дом. Все. Vous avez eu peur? Ты боялся? Да, конечно, страх присутствовал. Это первый раз в моей жизни такое происходит. Les Russes persistent à nous dire et à nous montrer qu'il n'y aurait que les Ukrainiens à viser le site. Seulement, nous l'avons vu, même si nous n'avons observé aucun engin blindé aux alentours, hormis quelques chars sur la route, le site de la centrale est bel et bien administré par l'armée russe. Voici Alexander Volga, l'administrateur d'Energodar. Avec les Russes, il y a toujours une forme de catéchisme à écouter en préambule. Ça ne loupe pas. Le discours est soporifique jusqu'à ce que l'homme évoque Tchernobyl. Il raconte alors que son père a fait partie de ceux qui ont réalisé le sarcophage autour du réacteur. Et comme tous les malheureux qui y ont passé trop de temps, il est mort dans d'atroces souffrances. Мой отец участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской атомной электростанции. К сожалению, он уже давно умер. Поэтому ситуация, которая могла и может на данный момент разразиться на территории Запорожской атомной станции, ее, естественно, нужно предотвратить путем именно политического вмешательства тех стран, которые на данный момент подогревают данную ситуацию. То история в первую очередь может повториться. И она может повториться в более крупном масштабе. Это страшная трагédie, которая может унести жизни многих людей по всему миру. Je quitte Alexander Volga en me disant qu'avec cette histoire de centrale, on aura touché le fond de l'abject. Les bombardements font courir un risque majeur à l'ensemble de la planète. Depuis notre visite en septembre, ils n'ont pas cessé. Et celui qui a la charge d'administrer la ville qui entoure le site est toujours ce fils d'une victime de Tchernobyl. Régis, cette rencontre avec les ingénieurs russes est particulièrement marquante. Oui, elle est marquante parce que ce qui est intéressant, c'est que d'abord, c'est des ingénieurs russes qui continuent à travailler avec des ingénieurs ukrainiens dans la centrale. C'est-à-dire qu'au niveau du dispositif lié à la fabrication d'électricité via la réaction en chaîne, la guerre n'a pas changé les choses.
la centrale d'Energodar a continué à accueillir des ingénieurs russes et ukrainiens. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir leur préoccupation sur la présence militaire autour d'une centrale. Ils proposent justement, il y a eu une pétition qui avait été signée à l'époque et envoyée à l'ONU, ils le disent, de faire une sorte de moratoire qui interdirait toute arme, en particulier l'artillerie, dans un rayon de 30 km autour de la centrale. Et là, encore une fois, ça n'a jamais été respecté. Et là, c'est resté lettre morte. Parce que je me souviens moi, que dès le lendemain de notre visite à cette centrale, nous avions rejoint un bataillon de Cosaques qui se trouvait sur le front de Zaporijjia, sur le front sud. Et on avait été constaté, on avait été dans les tranchées avec eux, que les duels d'artillerie étaient permanents. On était à même pas 15 km de la centrale. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que ça caractérisait ce que nous disaient ces ingénieurs, c'est qu'il y avait un danger avec ces énormes armes d'artillerie, ces drones et ces combats qui continuaient autour de dans le périmètre de 30 km, de moins de 30 km autour de cette centrale. Voilà. Merci Régis. Merci beaucoup.